Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assassinat de Jean Jaurès, ce député français du Tarn et homme politique socialiste, qui a eu lieu le vendredi 31 juillet 1914 à 21h40, alors qu'il dînait au Café du Croissant rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris, non loin du siège de son journal L'Humanité. Il est atteint par 2 coups de feu, une balle perfore son crâne et l'autre se niche dans une boiserie. Le célèbre homme politique s'effondre, mortellement atteint. Commis 3 jours avant l'entrée de la France dans la Première Guerre mondiale, ce meurtre met un terme aux efforts désespérés que Jaurès avait entrepris depuis l'attentat de Sarajevo pour empêcher la déflagration militaire en Europe. Il précipite le ralliement de la majorité de la gauche française à l'Union sacrée, y compris beaucoup de socialistes et de syndicalistes qui refusaient jusque-là de soutenir la guerre. Cette union sacrée n'existe plus en 1919 lorsque son assassin, Raoul Villain, est acquitté. Le transfert des cendres de Jaurès au Panthéon en 1924 souligne une autre rupture politique intervenue au sein de la gauche entre communistes et socialistes. Depuis l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, les États européens se trouvent progressivement entraînés par le jeu des alliances dans une nouvelle crise internationale qui conduit en un mois à la Première Guerre mondiale. Jaurès, le plus éminent des opposants à la guerre, va, tout au long de ces 4 semaines, sentir monter inexorablement la tension et tentera jusqu'à sa mort de s'y opposer. À 54 ans, Jaurès est la principale personnalité du mouvement socialiste français. La SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, est une personnalité célèbre du socialisme international, en particulier depuis la mort, en 1913, d'Auguste Bebel, le leader de la social-démocratie allemande. Jaurès, qui est entré en politique en 1885 comme député républicain, admirateur de Gambetta et soutien du gouvernement de Jules Ferry, est très attaché à la défense de la patrie, comme il l'explique dans son livre L'Armée nouvelle, publié en 1911, critiquant la célèbre phrase de Marx « Les prolétaires n'ont pas de patrie ». Il était cependant convaincu que les guerres étaient provoquées par le choc des intérêts capitalistes et qu'il était du devoir de la classe ouvrière de s'y opposer. Il soutient avec le groupe socialiste le gouvernement Viviani, qui lui semble réellement hostile à la guerre. Le 14 juillet, au congrès extraordinaire de la SFIO, qui se réunit jusqu'au 19, il se montre confiant dans la volonté de la classe ouvrière et de ses représentants dans les principaux pays de s'opposer au conflit, y compris en utilisant l'arme de la grève générale. Il soutient la motion Kerr-Hardy-Vaillant, des noms d'un socialiste britannique et d'un français qui préconisait l'appel à la grève en cas de conflit imminent. Plutôt l'insurrection que la guerre, à quoi Jaurès ajoute que cette grève devra être simultanément et internationalement organisée. Cela lui vaut d'être attaqué par un journal comme Le Temps qui, le 18 juillet, l'accuse de soutenir la thèse abominable qui conduira à désarmer la nation au moment où elle est en péril, ce à quoi il répond dans L'Humanité que la grève paralyserait aussi l'agresseur. Il apprend avec inquiétude l'accroissement des engagements pris dans le cadre de l'alliance franco-russe que vont célébrer à Saint-Pétersbourg le président de la République Poincaré et le président du Conseil Viviani entre le 20 et 23 juillet. Or, toute la stratégie de Jaurès depuis des mois consiste à condamner l'alliance avec la Russie despotique et de rechercher la médiation et le rapprochement avec l'Angleterre. En vain. Lorsqu'il est informé de la rupture des relations diplomatiques entre l'Autriche et la Serbie le 24, il prend conscience de la gravité des menaces. Venu le 25 juillet soutenir Marius Moutet, candidat socialiste à une élection partielle à Vèze, dans la banlieue de Lyon, il dénonce dans un discours les massacres à venir. Ainsi qu'il le confesse à Joseph-Paul Boncourt, directeur de cabinet de Viviani, le pessimisme le gagne quand il s'exprime fataliste. « Ah, croyez-vous tout faire encore pour empêcher cette tuerie ? D'ailleurs, on nous tuera d'abord, on le regrettera peut-être après. » Croyant pouvoir encore faire pression sur le gouvernement, il garde une certaine réserve vis-à-vis de la manifestation organisée le 27 juillet à Paris par la CGT.
La direction du Parti socialiste, qui se réunit le lendemain, le 28 juillet, à l'instigation de Jaurès, exprime à nouveau son soutien au gouvernement. Tout à son espoir que Paris et Berlin sauront retenir leurs alliés réciproques, il se rend à la réunion d'urgence du Bureau socialiste de la Deuxième Internationale qui se réunit à Bruxelles les 29 et 30 juillet à la demande des socialistes français. Il s'agit de pousser les dirigeants allemands et français à agir sur leurs alliés. Le bureau décide de convoquer le congrès de l'Internationale socialiste le 9 août à Paris, au lieu du 23 à Vienne. Dans une atmosphère un peu surréaliste, la plupart des délégués, dont Hugo Haas, le coprésident du SPD allemand, se disent confiants dans la capacité des peuples à éviter la guerre. Le 29 au soir, au Cirque Royal de Bruxelles, Jaurès est acclamé lors d'un meeting massif contre la guerre. À la fin, le Bureau socialiste international votera à l'unanimité un appel au renforcement des manifestations contre la dite guerre. Le 31 juillet 1914, dans son dernier article publié dans l'Humanité, Jean Jaurès écrira « Le plus grand danger à l'heure actuelle n'est pas, si je puis dire, dans les événements eux-mêmes. Il est dans l'événement qui gagne, dans l'inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l'incertitude aiguë, de l'anxiété prolongée. Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, c'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde, là est la garantie de l'avenir. » Lorsqu'il rentre à Paris le 30 juillet dans l'après-midi, il apprend que la Russie mobilise. À la tête d'une délégation socialiste, il obtient vers 20h une audience avec Viviani qui lui révèle l'état d'avancement de la préparation des troupes aux frontières. Jaurès l'implore d'éviter tout incident avec l'Allemagne. Viviani lui répond qu'il a ordonné aux troupes françaises de reculer de 10 km par rapport à la frontière afin d'éviter tout risque d'incident avec l'Allemagne. Le 31 juillet au matin, la presse parisienne unanime voit l'Europe au bord du gouffre. Après avoir consulté ses proches, comme Charles Rapoport ou Lucien Lévy-Bruhl, Jaurès se rend à la Chambre où il prend connaissance de la mobilisation autrichienne et de la déclaration de l'état de menace de guerre en Allemagne. Il décide de rencontrer à nouveau le président du Conseil, par ailleurs ministre des Affaires étrangères, mais ne voit que le sous-secrétaire des États aux Affaires étrangères, Abel Ferry, neveu de Jules Ferry. Au même moment, Viviani n'est pas disponible car il reçoit l'ambassadeur allemand, le comte von Schön, venu communiquer l'ultimatum de son gouvernement à la France. Dire avant le 1er août à 13h si elle se solidarisait avec la Russie. Il comprend que le conflit ne peut plus être évité. Au même moment, tous les maires de France sont avertis par les préfets de tenir prêts les chevaux et les voitures pour les ordres de réquisition. Jaurès aurait, selon Pierre Renaudel, témoin de son entrevue avec Abel Ferry, déclaré que si le gouvernement persistait à aller vers la guerre, il dénoncerait les ministres à tête folle. Abel Ferry, sur un ton navré et nullement menaçant, se serait contenté de répondre « Mais mon pauvre Jaurès, on vous tuera au premier coin de rue ». Abel Ferry sera tué au front, blessé mortellement par un éclat d'obus en 1918. En fin de journée, il se rend au siège de son journal pour préparer un article de mobilisation anti-guerre pour l'édition du 1er août. Auparavant, il sort dîner au Café du Croissant rue Montmartre avec ses collaborateurs du journal dont Pierre Renaudel, Jean Longuet, Philippe Landrieux, Ernest Poisson et Georges Veille. Il est assis dos à la fenêtre ouverte, séparé de la rue par un simple brise-bise. Observant depuis la rue la salle du café où il avait repéré que Jaurès dînait habituellement, caché par le rideau, l'assassin tire 2 coups. La première balle pénètre dans la région pariétale de la tête. La seconde va se perdre dans une boiserie entourant une glace. Jaurès est pratiquement tué sur le coup d'une hémorragie cérébrale. Dans la confusion, Madame Poisson, épouse du collaborateur de l'Humanité Ernest Poisson, hurle « Jaurès est tué ». Ultérieurement, on lui prête l'exclamation « Ils ont tué Jaurès », repris dans Le Monde ouvrier qui déplore « Ils ont tué Jaurès, c'est la guerre ». C'est cette version apocryphe, accusant les nationalistes, qui a survécu. L'assassin est Raoul Villain, un Rémois de 29 ans, étudiant en archéologie à l'école du Louvre, et surtout adhérent de la Ligue des Jeunes Amis de l'Alsace-Lorraine, groupement d'étudiants nationalistes partisans de la guerre et proches de l'Action française. Il est arrêté et déclare avoir agi en solitaire pour supprimer un ennemi de son pays.
Cette thèse de l'acte isolé est reprise telle quelle dans l'acte d'accusation dressé le 22 octobre 1915. Il est décrit comme un personnage falot, calme et pieux, blond, les yeux bleus, d'apparence juvénile. Sans avoir jamais vu Jaurès, il s'est peu à peu mis en tête de tuer le traître, l'Allemand. Sans doute convaincu de la nécessité de son geste depuis le mois de décembre précédent, il mûrit son acte tout au long du mois de juillet, achète un revolver Smith & Wesson, s'exerce au tir, écrit quelques lettres incohérentes, repérant le domicile du dirigeant socialiste, son journal, le café où il avait ses habitudes. Depuis de longs mois, voire des années, la presse nationaliste et les représentants des ligues patriotes, comme Léon Daudet ou Charles Maurras, s'étaient déchaînés contre les déclarations pacifistes de Jaurès, son internationalisme, et le désignaient comme l'homme à abattre, en raison de son engagement passé en faveur d'Alfred Dreyfus. Les déclarations de ce type abondent dans les semaines précédentes. Mais les outrances écrites ne font que dissimuler une montée progressive du nationalisme dans l'opinion, ce que Jaurès et le socialisme semblent n'avoir pas voulu reconnaître. Depuis les crises au Maroc ou dans les Balkans des années récentes, l'affrontement avec l'Allemagne devenait inéluctable, comme le sentait Clémenceau. À l'occasion des discussions sur ses positions hostiles contre la loi des 3 ans de service militaire à l'hiver 1913 et au printemps 1914, les deux hommes se sont affrontés durement. En mai 1912, la décision de Poincaré, président du Conseil, d'ériger la fête de Jeanne d'Arc en fête nationale était un symbole. De même, le ralliement de nombreux radicaux aux républicains et aux représentants des partis de la droite pour élire Poincaré en janvier 1913 comme président de la République témoignait aussi du glissement politique en cours. Le gouvernement, qui se réunit dans la nuit, craint d'abord des réactions violentes dans les grandes villes et retient dans la capitale 2 régiments de cuirassiers en instance de départ pour la frontière. Cependant, rapidement, les rapports qu'obtient le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, lui font estimer que les organisations de gauche ne vont pas déclencher de troubles. Dans le même temps, la direction du Parti socialiste fait savoir qu'elle n'appellera pas à des manifestations. Le lendemain, le samedi 1er août au matin, le président Poincaré fait porter un message de condoléances à Madame Jaurès et le gouvernement fait placarder une affiche condamnant l'assassinat et dans lequel le président du Conseil, rappelant la mémoire du dirigeant disparu, rend hommage au nom du gouvernement au républicain socialiste qui a lutté pour de si nobles causes et qui, en ces jours difficiles, a dans l'intérêt de la paix soutenu de son autorité l'action patriotique du gouvernement. Le 1er août toujours, à 14h25, afin de ne pas empêcher le ralliement des ouvriers à la guerre par la décapitation des syndicaux et rassuré par la réaction des instances nationales de la CGT, le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, décide, dans un télégramme adressé à tous les préfets, de ne pas utiliser le fameux carnet B qui, tenu par la gendarmerie, recensait dans chaque département la liste des dirigeants anarchistes, syndicalistes ou révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit, ayant exprimé l'intention d'empêcher l'effort de guerre. À 16h25, une affiche jaune manuscrite est placardée à la préfecture de police, sur les bureaux de poste et les monuments publics. Dans les heures qui suivent, sur les murs de toutes les mairies de France, les affiches blanches d'appel à la mobilisation avec le drapeau tricolore sont collées. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, l'Angleterre déclare la guerre à son tour. Dès le 1er août, de nombreux signes avaient indiqué que la gauche française se ralliait à la guerre. Même certains des antimilitaristes les plus irréductibles basculent. Ainsi, le journal La Guerre sociale de Gustave Hervé sort une édition spéciale avec 3 titres. Défense nationale d'abord, ils ont assassiné Jaurès, nous n'assassinerons pas la France. Le Bonnet Rouge, journal anarchiste, titre Jaurès est mort, vive la France. La bataille syndicaliste, organe de la CGT, adopte le même ton. À la salle Wagram, le 2 août, à la réunion du Parti socialiste qu'avait convoqué Jaurès, Édouard Vaillant, le vieux révolutionnaire de la Commune, déclare « En présence de l'agression, les socialistes rempliront tous leurs devoirs, pour la patrie, pour la République, pour l'international ».
Le 4 août, au matin, les obsèques officielles de Jaurès sont célébrées. Un catafalque est dressé au coin de l'avenue Henri Martin. Sont présentées devant une foule immense toutes les autorités de la République comme le président du Conseil Viviani, le président de la Chambre des députés Paul Deschanel, la plupart des ministres, les dirigeants de toute la gauche socialiste et syndicale et même l'opposition nationaliste, Maurice Barrès en tête. Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT, dans le discours qui fit le plus d'impression, il lance un appel aux armes. Il crie sa haine de la guerre, de l'impérialisme, du militarisme. Jaurès a été notre réconfort dans notre action passionnée pour la paix. Ce n'est pas sa faute si la paix n'a pas triomphé. C'est celle des empereurs d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Nous prenons l'engagement de sonner le glas de vos règnes. Avant d'aller vers le grand massacre, cet engagement, je le prends au nom des travailleurs qui sont partis et de ceux qui vont partir. À l'issue de la cérémonie des obsèques, le corps de Jean Jaurès est transporté en train à Albi, où il est inhumé 2 jours plus tard au cimetière des Planques. Raoul Villain est incarcéré en attente de son procès durant toute la Première Guerre mondiale. Après 56 mois de détention provisoire, la guerre achevée, son procès est organisé devant la cour d'assises de la Seine. Villain a la chance de n'être jugé qu'en 1919, à sa demande, dans un climat d'ardent patriotisme. Lors des audiences qui se déroulent du 24 au 29 mars, ses avocats, dont le grand pénaliste Henri Géraud, mettent en avant sa démence. Ils argumentent aussi sur l'acte d'un homme isolé, ce qui résultait de son interrogatoire par Célestin Aignon, le préfet de police de Paris, dans la nuit du 31 juillet 1914. Parmi les témoins en sa faveur figure Marc Sangnier, venu défendre la valeur morale d'un ancien disciple. Raoul Villain est acquitté le 29 mars 1919 par 11 voix sur 12, un juré ayant même estimé qu'il avait rendu service à sa patrie. Si l'adversaire de la guerre, Jaurès, s'était imposé, la France n'aurait pas pu gagner la guerre. La veuve de Jaurès est condamnée aux dépens, paiement des frais du procès. Le 14 mars 1919, soit 15 jours plus tôt, le 3e Conseil de guerre de Paris, juridiction militaire, condamnait à la peine de mort Émile Cottin, l'anarchiste qui avait blessé de plusieurs balles Clémenceau le 19 février précédent. En réaction, Anatole France écrit « Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous, il est mort pour vous. Un verdict monstrueux proclame que son assassinat n'est pas un crime. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. Travailleurs, veillez. » Une manifestation est organisée le 6 avril suivant par les sections socialistes et syndicales de Paris pour protester contre le verdict et honorer Jaurès le pacifiste. 100 000 personnes défilent et les affrontements avec la police causent 2 morts. Raoul Villain s'exile alors sur l'île d'Ibiza. Peu après le début de la guerre d'Espagne, en juillet 1936, l'île tombe aux mains des franquistes, puis est reconquise par les républicains qui la quittent rapidement. Celle-ci est alors reprise par des groupes anarchistes, mais l'île est bombardée par l'aviation franquiste et, dans le chaos, le 13 septembre 1936, les anarchistes exécutent Villain pour espionnage au profit de l'armée franquiste, sans que l'on sache s'ils savaient qui il était. Les obsèques officielles de Jaurès, organisées le 4 août 1914, premier jour de la guerre, ont été sobres. Le verdict de 1919 avait choqué la gauche. Entre 1921 et 1924, plus de 7 statues en hommage à Jaurès avaient été inaugurées dans diverses villes de France. Le 3 juin 1923, lors de l'inauguration de celle de Carmaux par son ami Anatole France, Édouard Herriot, le dirigeant du Parti radical, suggère au gouvernement le transfert de ses restes au Panthéon. En 1924, Herriot devient président du conseil du gouvernement du cartel des gauches, soutenu par le Parti socialiste SFIO sur la base d'un programme pacifiste, anticlérical et social contre la politique du bloc national. Herriot voit l'occasion de se donner un ancrage symbolique tout en rendant hommage à celui qui a tenté d'empêcher la guerre. Herriot, Paul Painlevé, tout comme Léon Blum et Albert Thomas, soutiens de ce gouvernement, avaient entamé leur carrière politique durant l'affaire Dreyfus, et ces Dreyfusards avaient été fortement influencés par Jaurès.
Le projet de loi est adopté par le Sénat et la Chambre des députés le 31 juillet 1924, jour du 10e anniversaire de l'assassinat de Jaurès, malgré l'opposition d'une partie de la droite, mais aussi des communistes qui s'élèvent contre la confiscation de Jaurès par le cartel de la mort. La cérémonie, initialement fixée au 4 ou au 22 septembre, dates anniversaires respectivement de la création des 3e et 1ère Républiques, est finalement décidée pour le dimanche 23 novembre 1924. Léon Blum voulait une cérémonie majestueuse. Un certain nombre de socialistes enthousiastes penchaient pour une emphase particulière. Les radicaux ne souhaitaient pas en faire trop. Le cérémonial est finalement confié à Firmin Gémier, fondateur en 1920 du Théâtre national populaire, qui s'en remet pour l'exécution au musicien Gustave Charpentier et au poète Saint-Georges de Bouëlier. La veille de la cérémonie, le cercueil est acheminé d'Albi en train jusqu'à la gare d'Orsay, accompagné des mineurs de Carmaux. Il est acheminé jusqu'au palais Bourbon, dans la salle Casimir-Perrier. En plus de la famille et des proches, la veillée mortuaire réunit les officiels. Édouard Herriot et ses ministres, les députés et sénateurs du cartel, les délégations de la CGT et de la Ligue des droits de l'homme. Le dimanche 23 novembre 1924, sa dépouille est conduite au Panthéon, en cortège officiel auquel participent les mouvements politiques de gauche, excepté le Parti communiste. Le cortège officiel, précédé des bannières rouges des sections socialistes, est ouvert par des délégations d'organisations des partis mêlés au corps constitué. Les mineurs de Carmaux suivent ensuite. Le cercueil de Jaurès, juché au faîte d'un spectaculaire corbillard, est acheminé vers le Panthéon par les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Les journaux parlent d'une foule de 80 000 à 100 000 personnes. Un discours est prononcé par Herriot dans la nef du Panthéon en présence de 2000 personnes, suivi de la lecture d'un poème de Victor Hugo. La cérémonie s'achève sur un oratorio chanté par un chœur de 600 exécutants. Les communistes avaient voulu rendre hommage à Jaurès en organisant une délégation distincte. À la suite du premier cortège, ils suivent le même itinéraire en chantant l'Internationale. Portant des drapeaux rouges et des pancartes sur lesquelles on peut lire « Guerre à la guerre par la révolution prolétarienne »,« Instituons la dictature du prolétariat » ou « Aux ligues fascistes, opposons les centuries prolétariennes ». Ils scandent des slogans tels que « Vive les soviets » ou « Vive la dictature du prolétariat » et encore « À bas le Parlement bourgeois ». La préfecture de police dénombre 12 000 manifestants organisés, auxquels se joignent des dizaines de milliers de spectateurs. Dans le journal L'Humanité du 24 novembre, évoquant les journées de mai 1871, Paul Vaillant-Couturier écrit « En défilant devant le Panthéon, saluez, avec le souvenir de Jaurès, l'un des plus sanglants combats de la Commune. La bourgeoisie de Versailles est toujours au pouvoir, vous ne l'en chasserez que les armes à la main. » Afin de bien souligner qu'il n'y avait pas ou plus de consensus national, l'Action française organise le même jour un hommage à Marius Plateau, secrétaire général des Camelots du Roi, assassiné en janvier 1923 par Germaine Berton, militante anarchiste qui s'était justifiée de son acte en disant qu'elle avait voulu venger Jaurès. Accompagnés de représentants du clergé, une foule de dirigeants et de militants se sont rendus au cimetière de Vaugirard pour entendre Léon Daudet célébrer leur martyre. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.